messieurs, bienvenue à ce webinaire où nous allons parler aujourd'hui des outils indispensables à une stratégie de cyberdéfense. Avec nous pour animer ce webinaire aujourd'hui, 3 experts en cybersécurité, Rodolphe Ducrest, Franz Sky et Jean Hudot, et un expert en IT Service et Asset Management, Frédéric Joannet. Alors, quelques précisions avant de démarrer. Vos micros sont coupés pendant toute la présentation. Il y a un chat à votre disposition, donc n'hésitez pas si besoin. Et nous organisons à la fin du webinaire une session questions-réponses. Vous pourrez poser vos questions dans le module questions et voilà, nous y répondrons au moment de la session questions-réponses. Je vous souhaite à tous une bonne présentation et je laisse la parole à mes collègues. Merci Bérangère. Voici l'agenda de ce webinaire. L'objectif principal étant de vous présenter les outils indispensables à votre stratégie de défense. Alors, dans un premier temps, Franz va aborder le SOC, qui est le point culminant d'une stratégie de défense, mais on verra qu'il est important de bien structurer l'approche et de ne pas mettre de côté certaines étapes afin que ce soit réellement efficace et que cette stratégie est bien inefficace sans une parfaite connaissance et maîtrise des configurations et enjeux métiers. Le point suivant sera adressé par Jean et Frédéric afin de montrer les synergies entre les outils cyberdéfense et les solutions ITSM, ITAM. Et le point culminant de ce webinaire sera présenté par Jean. Il va ouvrir un peu les portes du SOC et rentrer dans le quotidien d'un analyste SOC ou administrateur sécurité du système d'information dans le cadre d'une attaque. Nous terminerons par une conclusion et des questions-réponses. Alors, vous pourrez poser tout au long de ce webinaire des questions via le chat et nous y répondrons à la fin de la présentation. Alors, le groupe Codagis a une vingtaine d'années d'existence et nous sommes au service de l'IT. En effet, nous adressons les sujets IT Service Management, IT Asset Management, que nous intégrons maintenant, supervisons, manageons au travers d'un centre de services basé au Aurillac, un second à Barcelone, avec des équipes spécialisées dans ce domaine, autour de 2 partenariats très forts avec BMC et Matrice 42. Alors, fort de notre connaissance de l'IT, des clients et de leurs assets au travers des solutions ITSM, nous avons développé des services de cybersécurité afin d'accompagner nos clients dans le management et le suivi de la sécurité globale du système d'information. Notre offre de cybersécurité est basée autour de 3 piliers que sont l'audit, avec l'audit de conf, d'architecture organisationnelle et technique, sous forme de pen test, et on a aussi développé une offre d'audit industrialisée appelée CyberDiag. Le deuxième pilier qui est le conseil, gouvernance, gestion des risques, compliance et accompagnement sécurité et aussi sensibilisation sous différentes formes. Et grâce à notre retour d'expérience globale, nous sommes en capacité aussi de proposer un service SOC en face avec vos enjeux métiers. Nous sommes le seul acteur qui permet d'apporter une démarche convergente et donc structurante entre les métiers, l'IT, les processus et la stratégie de défense. La vision des métiers, nous la connaissons déjà chez Codagis de par notre métier d'intégrateur de solutions ESM, les processus associés également, de par notre expérience de structuration de services SOC en interne, mais aussi pour d'autres partenaires. Et nous consolidons cette vision par notre expertise en cybersécurité. Enfin, nous avons une quarantaine de consultants télécom, réseau en France qui accompagnent nos clients dans leurs projets de transformation des infrastructures IT et télécom. Alors, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans une programmation de 4 épisodes qui sont associés à une route d'éming avec une démarche de mise en place et d'amélioration continue de la cybersécurité et une définition de la stratégie, son implémentation, la vérification et la réaction à différents événements qui impactent cette stratégie. Alors, dans cette optique, nous avons déjà déroulé un premier épisode au mois de mars afin de diminuer la surface d'attaque grâce à une bonne connaissance de vos éléments d'infrastructure. Le replay est déjà disponible sur demande. Le deuxième est celui d'aujourd'hui et concerne les outils indispensables à votre stratégie de défense.
Et la troisième à venir en septembre 2023, et pourquoi est-il indispensable d'être à jour dans le cadre de la supervision? Et le quatrième épisode qui concerne une correction d'un événement de sécurité. En l'occurrence, là, on évoquera le patch management et la gestion des vulnérabilités. Voilà, je vous passe la main à Franz pour prendre la suite de cette présentation. Bien, merci Rodolphe. On va commencer justement par parler du SOC, qui est le point culminant d'une stratégie de défense. Alors justement, on parle de point culminant puisque si on regarde cet escalier qui, au fur et à mesure qu'on monte des marches, présente en fait un niveau de maîtrise de la cybersécurité, on voit que on termine nécessairement par la mise en place d'un SOC, donc un centre opérationnel de cybersécurité, qui traite un certain nombre d'événements de sécurité. Et ce SOC qui va s'appuyer sur différentes marches qui ont déjà été construites. Déjà dans un premier temps, effectivement, la vérification et le contrôle régulier en fait, de la posture liée à la sécurité, et notamment la partie vulnérabilité. La mise en place de solutions de sécurité, donc on pourrait citer effectivement l'EDR, les pare-feux, les sandbox, les centres de détection qu'on peut appeler des IPS, qui maintenant on peut appeler ça également des NDR, la détection réseau, les maintien en conditions opérationnelles, le maintien en conditions de sécurité. Et bien sûr, la base d'une stratégie de défense, c'est faire une analyse de risque, c'est-à-dire identifier les risques qui peuvent impacter mes assets métiers, donc mes composantes métiers, mes CI, on appelle également, pour pouvoir ensuite constituer cette stratégie de défense et la structurer en fait de manière efficace. On voit que le SOC finalement c'est ce point culminant. Et aujourd'hui, vous avez sur le marché des offres qu'on appelle par exemple des SOC EDR qui vont s'appuyer à la fois sur l'intégration d'un EDR ou s'appuyer en tout cas sur un EDR déjà existant sur lequel on va venir réaliser un service de détection des événements de sécurité. Alors c'est une approche qui du coup, quand on regarde la méthodologie de structuration d'une stratégie de défense qui est intéressante puisque elle s'appuie à la fois sur la composante outil de cybersécurité et sur le savoir-faire pour le traitement des événements de sécurité. Il n'empêche, si vous regardez bien du coup cette modélisation et structuration de la stratégie de défense, s'il n'y a pas une analyse de risque qui a été faite avec un inventaire qui est clair des différents CI qui peuvent être impactés par des attaques, et si vous n'avez pas identifié ou traité un certain nombre de vulnérabilités, au moment, et on le verra dans ce webinaire du traitement d'un événement de sécurité, il va nous manquer en fait un certain nombre de composantes, d'outils ou de processus pour pouvoir efficacement traiter l'événement de sécurité. On verra en fait à travers ce webinaire faire une démonstration et la manière de traiter un événement de sécurité, bien en quoi les différentes composantes et outils associés sont indispensables en fait pour pouvoir traiter efficacement l'ensemble des sujets. Alors, justement, on parlait de maîtrise. Très concrètement, comment contextualiser un événement de sécurité de manière pertinente pour pouvoir le traiter? Un événement de sécurité, finalement, il a, dans son existence vis-à-vis du SI et dans la qualification de son impact potentiel, il a deux grandes identités. Une identité technique, qui est l'événement de sécurité lui-même, c'est-à-dire est-ce que c'est une vulnérabilité qui a été remontée suite à un scanner, est-ce que c'est un événement qui a été remonté par l'EDR, est-ce que c'est une alerte qui remonte de l'IDS-IPS ou du NDR. Et il va avoir surtout son contexte métier et organisationnel. L'événement de sécurité, quel CI il est rattaché, le CI, quel est le owner du CI, si jamais il y a besoin donc, de l'asset, s'il y a besoin de faire des mises à jour, s'il y a besoin d'intervenir, s'il y a besoin de couper, s'il y a besoin d'isoler ce CI. Vous voyez, il y a ces deux grandes composantes qui permettent en fait de contextualiser l'événement de sécurité pour pouvoir ensuite efficacement le traiter. Donc très concrètement, comment ça se présente? Vous avez cette contextualisation qui en fait s'opère à travers un certain nombre de grands sujets. La première, c'est la connaissance des enjeux métiers de l'organisme. À savoir, si mon enjeu métier, c'est d'être, par exemple, un grand acteur du maritime, il y a un sujet de gestion de disponibilité des différents actifs qui composent en fait une partie de la chaîne industrielle. Donc, un des gros enjeux, ça va être la disponibilité, par exemple. Donc, l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle une BIA, c'est une Business Impact Analysis, c'est-à-dire de quantifier à chaque fois qu'on a un risque potentiel, l'impact qui est associé aux différentes composantes métiers. Ça, c'est extrêmement important, puisque en fonction des différents niveaux de risque et d'impact, on va être en capacité, du coup, de savoir prendre les bonnes décisions, les moins impactantes, au moment du traitement de l'événement de sécurité.
On a toujours dans cette approche organisationnelle et associée au métier, l'approche liée au people ou au owner. Donc la première chose, c'est les différents acteurs qui interviennent dans le traitement quotidien de ces différents CI. Donc ça peut être le RSSI, ça peut être la personne qui gère le plan de continuité d'activité ou RPCA, ça peut être la direction, ça peut être des owners spécifiques métiers quand on parle de ressources, ou bien organisés qu'ils vont être les bonnes personnes qui pourront amener de l'information complémentaire ou arbitrer. Donc ça, c'est les acteurs. Et arriver à binder en fait à ces informations, des informations associées à l'annuaire, c'est-à-dire qui est le nom exact de la personne au-delà de son rôle en tant qu'acteur, sur quel site il est, comment est-ce que je peux l'appeler, quel va être le différent niveau de compétences ou d'intervention ou de moyens d'accès physique. Donc là, on est vraiment dans le contexte métier organisationnel. Après, on a associé à cette composante la composante un petit peu plus technique ou associée au SI. On va avoir, par exemple, les différents inventaires des actifs qui sont en place. Donc, quand vous avez un inventaire, vous êtes en capacité de définir quel est le nom de l'actif, quels sont les différents numéros de série, le contrat de l'infogéreur potentiel qui intervient pour la maintenance, le propriétaire. Justement, on parlait des risques tout à l'heure, on peut référencer la sensibilité, du coup, et les différents niveaux de dépendance entre les actifs, pour pouvoir potentiellement, quand par exemple je vais faire une isolation de poste, identifier qu'il est relié à différents autres postes ou serveurs, et donc se dire, en termes de traitement du risque, on va isoler tout cet ensemble-là. Identifier les différents sites de secours, justement pour, si jamais il y a besoin de faire un redémarrage, de sauvegarde, pouvoir les isoler ou en tout cas redémarrer correctement les choses. Différents contrats de maintenance, on en parlait. Est-ce qu'on a un contrat de maintenance de NOC ou de SOC? Ça va nous permettre de savoir à qui il faut appeler en priorité, qui porte les engagements. Et lorsqu'on va faire du MCS, donc du maintien en condition de sécurité, avoir différents bulletins de vulnérabilité, puisque quand on a un événement de sécurité, si c'est une vulnérabilité, on sera en capacité du coup de l'associer à un bulletin, d'associer potentiellement un événement de sécurité à une campagne qui est en cours, et donc du coup traiter et qualifier correctement l'événement de sécurité pour lui affecter une priorisation de traitement. Donc là, en fait, vous avez l'ensemble des informations, grosses mailles, qui peuvent être importantes en termes de contextualisation pour un événement de sécurité. Il y en a d'autres, on a choisi de les synthétiser à travers cette approche. Et donc, associé à ce contexte, on va essayer d'associer des outils. Donc, grosse maille, avant que je laisse Frédéric intervenir, vous allez avoir besoin de quoi? Vous allez avoir besoin d'une CMDB, donc une Content Managed Database, dans lequel vous allez avoir l'ensemble des informations associées aux différents CI, vos matrices d'escalade pour le traitement des événements de sécurité en termes de priorisation des actions de traitement et de décision des actions de traitement, les RACI, justement, sur lesquels s'appuient ces matrices d'escalade, les différents outils de ticketing pour trouver les traitements qui ont été affectés aux actifs, toute la documentation SSI, schéma d'architecture, potentiellement documentation sur les configurations, et différents outils cyber, d'où émanent en fait des informations associées au contexte du SI. Et donc, l'idée, c'est finalement tous ces grandes typologies d'audits, si on regarde bien, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'on peut retrouver ces informations dans certains outils, notamment les outils d'ITSM et d'ITAM. Et du coup, je vais laisser Frédéric vous les présenter. Donc, sur l'aspect contextualisation, on va pouvoir s'appuyer sur des logiciels ITAM d'asset management. L'idée, c'est d'apporter de l'information à l'analyse qui va avoir à traiter cet incident de sécurité. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? On va déjà pouvoir mettre en place des outils d'inventaire qui vont remonter l'inventaire matériel, l'inventaire logiciel et qui vont permettre à l'analyse de savoir exactement l'équipement en question, quelle est sa version d'OS, quels sont les logiciels installés, est-ce que c'est conforme aux standards de votre société, d'avoir une vue aussi sur l'état de patching. Est-ce que le dernier service pack Windows et quelle est la liste des patchs qui sont installés, quelles sont du coup les vulnérabilités potentielles avec par exemple la liste des ports qui sont ouverts. Donc ça, c'est, je dirais, la première étape, la mise en place d'un outil d'inventaire qui va permettre déjà de savoir ce qu'on a sur notre data center ou sur notre parc et de pouvoir connaître, lorsque l'incident de sécurité intervient, de pouvoir connaître l'environnement sur lequel l'incident repose. Ensuite, il faut pouvoir donner aussi à l'analyste la possibilité de comprendre le contexte métier cette fois, c'est-à-dire
le serveur qui est impacté, c'est quoi l'impact métier derrière? Quel service est supporté par cet équipement? Et ça, au sein de la CMDB, on va pouvoir faire des analyses d'impact et pouvoir juger de l'impact sur le métier, sur l'arrêt potentiel de production qui va être sous-jacent. On va pouvoir voir quel est le service métier qui est supporté par le CI impacté. Une fois qu'on a cette visu, il faut aussi qu'on amène l'information sur maintenant, qu'est-ce que je fais, qui je contacte, quelle est personne ou l'équipe qui est en charge du CI, et aussi, puisque j'aurais vu grâce à l'analyse d'impact le service métier qui est impacté, qui est le process owner et qui doit être averti du potentiel impact sur mon business. Ensuite, on va avoir la brique ITSM. La brique ITSM, qu'est-ce qu'elle va apporter à l'analyste? Elle va lui permettre de faciliter la gestion de cet incident. Une fois que j'ai reçu l'incident, que je l'ai contextualisé grâce à mes remontées de mon ITAM, qu'est-ce que je fais? Quelle est la matrice d'escalade qui a été définie en fonction de la criticité du CI, en fonction de la criticité du service impacté? Qui je dois alerter et c'est quoi le process de communication? Là, on parle à la fois du process de communication entre les différentes équipes IT, mais aussi le processus de communication vis-à-vis des utilisateurs finaux pour les avertir d'un arrêt, d'une interruption de service et de leur donner de la visibilité sur notamment le délai de rétablissement. Ensuite, je dois aussi pouvoir apporter de la proactivité. On parlait de la CMDB pour contextualiser, mais ma CMDB, une fois que j'ai identifié la root cause de mon incident, est-ce que c'est par exemple un patch qui est manquant? Est-ce que c'est un logiciel qui n'a pas été mis à jour? Je dois pouvoir aussi identifier mes autres CI qui vont être potentiellement concernés par la faille de sécurité qui est détectée. Et ça, c'est la CMDB qui va vous apporter l'information, qui va vous permettre aussi d'être proactive et de pouvoir agir. C'est la dernière étape, la partie remédiation sur les équipements. Alors, sur cette partie remédiation, il y a effectivement différents types d'incidents de sécurité, mais en tout cas, des outils de type ITAM vont permettre aussi d'agir sur le CI quand c'est possible. Si c'est un correctif qui est manquant, je vais pouvoir déployer en urgence le correctif sur le CI impacté et comme j'aurais identifié précédemment l'ensemble des autres CI qui sont potentiellement vulnérables, je vais pouvoir aussi patcher l'ensemble de mes équipements qui ont été identifiés comme étant vulnérables. Je vais pouvoir aussi utiliser la télédistribution applicative pour mettre à jour mon logiciel qui ne l'est pas et qui du coup est vulnérable à la faille de sécurité. Donc, ces briques ITAM et ITSM, qu'est-ce qu'elles apportent? De la visibilité, la compréhension et de la contextualisation, et aussi de la remédiation, de la proactivité. Donc, c'est tout qui va vous permettre de compléter la connaissance que vous amènent les outils de cybersécurité, de pouvoir comprendre et agir. Merci Frédéric. Donc oui, effectivement, pour la remédiation, là vous avez vu le cas du traitement effectivement de la mise en place d'une correction applicative et de patching. Effectivement, le traitement d'un événement de sécurité peut aller un petit peu plus loin. Et quand on parle d'isolation de poste, par exemple, ça se fera par exemple directement via l'outil de sécurité comme l'EDR. Alors maintenant, je vais laisser échanger notre analyste SOC, donc Jean, et puis Frédéric, qui vont justement vous présenter différentes approches entre justement les différentes synergies qu'il peut y avoir entre les outils cyber et ITSM ITAM. Je te remercie, Franz. Donc effectivement, moi je vais simplement en fait évoquer des besoins très bas niveau dans le cadre d'un traitement d'un incident, et je laisserai Frédéric rentrer dans le détail. Et donc de façon opérationnelle, les outils cyber donc, sont nécessaires à la bonne détection des incidents de sécurité. Cependant, ils ne sont pas forcément suffisants pour traiter correctement une réaction ou une rémédiation adaptée. Et donc, une fois qu'un incident est détecté, il faut pouvoir tracer, suivre son traitement, donner de la visibilité sur son avancement, et également avoir le bon contexte et communiquer avec les bons interlocuteurs.
Donc ces éléments, dans un environnement extrêmement réduit, donc de quelques personnes, peuvent être centralisés dans un process, un fichier Excel, mais ce n'est pas forcément un modèle scalable. Et donc, afin de pouvoir s'adapter à un environnement conséquent ou complexe, il faut pouvoir s'appuyer sur des outils permettant de mettre à disposition, de façon rapide, des informations pertinentes. Donc, c'est ce que je vais laisser Fred nous détailler. Merci beaucoup, Jean. Juste Franck, si tu peux. Voilà, merci. Ici, vous avez une première illustration de l'apport d'une solution ITSM et ITAM dans ce contexte. C'est de pouvoir, comme je disais juste avant, donner de l'information à l'analyste lorsqu'il reçoit son incident de sécurité. Donc, sur la partie gauche du slide, vous allez pouvoir avoir toutes les caractéristiques matérielles et logicielles de l'équipement impacté. Ça, c'est la première chose. Ces informations vont être fournies par un outil d'inventaire. Donc là, on rejoint la partie ITAM. Ça va aussi m'apporter la possibilité de pouvoir voir les éventuels contrats, Franck en parlait tout à l'heure, qui sont associés à cet équipement. Est-ce qu'il est sous support? Est-ce qu'il y a une société de maintenance que je dois contacter? Et sur la partie gauche de l'écran, vous allez pouvoir voir, on a le screenshot qui le montre, la liste des applications installées. Donc ça me permet tout de suite de voir les versions des différents logiciels qui sont installés sur le poste, de pouvoir identifier rapidement si la faille est due, par exemple, à un logiciel qui n'est pas à jour. Je vais retrouver aussi la liste de tous les patchs qui sont installés sur cet équipement et pouvoir identifier aussi si c'est une vulnérabilité qui est corrigée par un patch, de pouvoir voir si l'équipement en question possède ce patch ou non. Si tu peux passer au slide suivant, merci. Ici, on a, je dirais, si je reprends l'image que montrait Franz tout à l'heure quand il montrait l'escalier, il y a aussi différents niveaux de maturité au niveau des solutions ITAM. On a vu juste avant l'apport d'une solution d'inventaire qui va permettre d'alimenter une CMDB et de donner des caractéristiques matérielles et logicielles. Ce qui va être encore plus précieux, c'est de pouvoir faire des analyses d'impact qui soient précises et fiables. Et notamment utiliser un outil de cartographie qui permet la découverte automatisée des dépendances entre mes couches matérielles, mes couches logicielles et mes couches réseau. Quel bénéfice vous allez pouvoir tirer de ça? C'est de pouvoir tout de suite visualiser quel est le service métier qui est impacté. Donc, j'ai pas de recherche à faire en tant qu'analyste en me disant, bah, OK, j'ai les caractéristiques de mon équipement. Maintenant, est-ce que c'est de la prod ou de la pré-prod et est-ce que c'est le service financier qui est impacté alors qu'on est en fin de mois, par exemple? Si j'ai pas ce type d'outillage qui me permet de modéliser mes services métiers sous forme de cartographie, et ce de façon automatisée, je n'aurai pas suffisamment l'information rapidement. Donc l'intérêt, et c'est le deuxième niveau de maturité sur ce scope ITAM, c'est de pouvoir avoir ce type de solution de cartographie et d'alimenter ma CMDB et de pouvoir faire directement à partir de mon incident une analyse d'impact pour voir le service métier impacté et sa criticité. Ensuite, merci Franz. Ensuite, il y a tout l'aspect qu'évoquait Franz tout à l'heure quand il parlait de procédures et de process. Lorsque je suis face à ce type d'incident, qu'est-ce que j'ai, moi, en tant qu'analyste, à disposition pour traiter le plus efficacement possible cet incident? On va pouvoir mettre à disposition dans mon outil ITSM une base de connaissances qui va permettre à la fois de partager des procédures sur telle typologie d'incident et sur tel type d'équipement, voilà mon processus d'escalade, voilà le process de communication que je dois suivre en interne au niveau de l'équipe IT et vis-à-vis des utilisateurs finaux. Et je vais pouvoir aussi mettre l'ensemble des process et des matrices RACI qui ont été formalisées pour être traités efficacement et rapidement et donner de la visibilité à mes utilisateurs. Et de façon plus bas niveau, en fait, une KB intégrée permet effectivement, comme dit Frédéric, de centraliser
les différents processus, mais également de les mettre à disposition des utilisateurs pour faciliter et normaliser le traitement des incidents en leur donnant des procédures contenant des actions comme les actions à faire ou ne pas faire suivant le type d'incident de sécurité, ou des procédures qui leur permettront de savoir comment collecter éventuellement des informations nécessaires au traitement et la manière de transmettre ces informations aux équipes de sécurité. Merci. Enfin, vous avez un exemple de ce qu'on est capable de faire avec l'outil BMC Client Management, qui est une solution d'inventaire. Donc ça rejoint ce que j'ai explicité juste avant. On va pouvoir, grâce à cet outil, remonter les informations, les caractéristiques matérielles et logicielles des équipements. Ici, vous voyez aussi le bénéfice de ce type de solution d'un point de vue patch, puisque je vais pouvoir aussi, en un clin d'œil, visualiser les patchs qui sont installés et ceux qui sont manquants sur l'équipement concerné. Donc, je vais voir tout de suite si à jour ou non. Ça, c'est la première brique de contextualisation donc, que j'évoquais tout à l'heure. L'intérêt aussi de ce type de solution ou d'une solution comme BMC Client Management, c'est de pouvoir agir. On va pouvoir, à partir de cette solution, déployer des logiciels, déployer des patchs et faciliter aussi la gestion des vulnérabilités. Grâce à ce type d'outils, vous allez pouvoir mettre en place une politique de patch management qui va réduire considérablement les risques d'exposition de vos équipements sur des vulnérabilités connues. Et puis mettre en place aussi des règles de conformité qui vont permettre, à partir du moment où vous définissez un standard logiciel, de vous assurer que, les équipements concernés répondent aux standards que vous avez définis et de pouvoir faire de l'auto-remédiation en déployant automatiquement la dernière version qui est conforme chez vous pour un logiciel donné, et ce, de façon automatisée. Donc ça, les bénéfices, c'est à la fois de l'aide à être moins vulnérable face aux différentes failles de sécurité qui sont liées au système d'exploitation ou à des logiciels du marché, et aussi vous faire gagner du temps pour pouvoir agir à grande échelle quand vous devez déployer un patch ou déployer en urgence la dernière version d'un logiciel donné. C'est ça, effectivement, des fois, on peut, enfin, dans certains cas, la porte d'entrée peut être un serveur un peu oublié dans un coin du service informatique, qui n'a pas forcément été bien inventorié, qui a des versions logicielles très anciennes et qui permettent une brèche s'ils sont exposés. Donc c'est effectivement très important. Bien. Écoutez, merci à tous les deux. Du coup, on va passer maintenant sur une petite démonstration. Oui, effectivement, je vous ai préparé donc une petite vidéo il y a quelques jours afin de présenter de façon concrète les notions qu'on a abordées. Donc on est passé par ce format-là afin de maîtriser le temps de présentation, de respecter donc les délais annoncés et éviter l'effet Bonaldi. Donc petit point technique, il se peut que la sortie sonore ne soit pas celle que vous avez sélectionnée au début, si elle est différente de vos paramètres Windows. Donc si jamais le son change, vous avez simplement à changer dans les paramètres Windows votre sortie audio. Tu peux y aller, Franck, je te remercie. Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit ma vie concernant un incident de sécurité. Je commencerai par vous présenter l'intérêt d'avoir un EDR, un SIEM ou tout élément vous permettant de collecter de la donnée concernant une attaque, afin de pouvoir y réagir efficacement. Et dans un deuxième temps, nous évoquerons les outils du SI permettant d'améliorer la visibilité et le traitement des incidents. Pour cet exemple, j'utiliserai un site vulnérable aux failles XSS et un navigateur vulnérable aux attaques JavaScript. Le cas de figure est celui d'un employé travaillant pour un helpdesk. Voyons une attaque avec un antivirus classique. Prenons ici le cas de figure d'un utilisateur qui se connecte le matin sur le site de son service de support, site exposé en interne et en externe, où il peut traiter ses tickets et chatter avec ses utilisateurs ou avec des collègues.
Donc l'utilisateur se log. Il a ses menus, dont le menu de création et de traitement des tickets. Et afin d'être concis et que la démo reste visuelle, nous allons prendre le chat du support. Voilà. Donc le matin, l'utilisateur est connecté afin de traiter ses tickets et de chatter avec les clients et ses collègues. Et un attaquant qui a détecté la vulnérabilité XSS sur le site va tenter d'exploiter les navigateurs qui s'y connectent. Donc cet attaquant se log, il se connecte au chat. Étant poli, il commence par dire bonjour, et ensuite il va utiliser la fameuse attaque XSS, c'est-à-dire rajouter du code, ici du JavaScript, dans la fenêtre de chat, qui ne sera pas affiché comme du texte aux autres utilisateurs, mais interprété par les navigateurs des différentes personnes sur le chat comme étant du code en provenance du site du support. Vous pouvez voir ici que le JavaScript que j'ai rajouté n'est pas affiché, et il va rediriger les différentes personnes sur le logiciel BIF qui sert à exploiter les navigateurs. Ici, on peut voir le poste du support. Sur la droite, nous avons le menu commande qui permet de réaliser plusieurs actions. Dans notre cas, on va simplement créer une page cachée qui va rediriger le navigateur vers une instance Metasploit. Ok, donc c'est parti. Voilà, nous avons renvoyé le navigateur vers Metasploit qui va récupérer les informations de type de navigateur et de version et va tenter d'exploiter les failles correspondantes. C'est ce qu'on peut voir à l'écran avec à la fin la création de 2 sessions shell pour la prise en main du poste à distance. Donc je vais utiliser la première des 2 sessions afin de me connecter et exploiter l'invité de commande pour lancer des scripts et collecter des informations sur le SI. Donc pour cela, je vais simplement commencer par faire un whoami pour vérifier que la prise en main fonctionne correctement. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Je vais ensuite lancer une commande plus complexe pour télécharger un script PowerShell sur Internet et l'exécuter sur ce poste. Il s'agit d'une attaque Kerberos qui permet de récupérer de nouveaux comptes au sein d'un Active Directory pour une tentative de mouvement latéral. Voilà, donc on peut voir que l'invité de commande appelle une instance PowerShell qui elle-même appelle Internet Explorer pour télécharger le script Kerberos sur GitHub. Et donc une fois le script téléchargé, il va tenter de l'invoquer donc avec les paramètres. Donc là c'est simplement un paramètre de sortie qui lui dit que le format doit être en H4. On a pu entendre l'antivirus se déclencher, qui remonte que depuis le répertoire utilisateur AppData Local Temp, un script malicieux est exécuté. Malheureusement, ce type d'antivirus ne remonte pas beaucoup plus d'informations et ne permet pas de retrouver la source de l'attaque. Par conséquent, l'attaquant ne sera pas identifié et pourra tenter d'autres approches. Nous voyons maintenant le même cas de figure avec l'EPP ou antivirus Cybereason et la couche EDR. On peut voir ici l'icône en bas à droite. De la même manière, l'employé du support se connecte sur le site de son service afin d'échanger avec les clients et traiter ses tickets. Voilà, donc il bascule sur l'onglet chat. Comme précédemment, l'attaquant se log au site du support afin d'exploiter la vulnérabilité XSS et rediriger le navigateur de sa seconde victime sur sa Kali Linux. Il commence par dire bonjour avant d'ajouter le code correspondant au renvoi vers BIF. Comme tout à l'heure, on peut le voir en clair au niveau du champ de saisie et une fois transmis, il disparaît de l'affichage. Comme tout à l'heure, on peut voir que le poste est bien présent sur l'interface BIF. Et nous allons dans le menu commande créer la fenêtre invisible afin de le renvoyer vers Metasploit. Et comme vous pouvez l'entendre, la simple redirection vers BIF a déclenché l'antivirus. Donc au niveau de la console Cybereason, on peut voir un malware d'actif. Donc la petite icône rouge en forme de PC indique une alerte de type antivirus. Si on regarde, on peut voir que 4 postes ont été détectés. En fait, c'est une attaque que j'avais déjà jouée par le passé sur d'autres environnements. Et donc, il a agrégé les différentes alertes. Et donc, si on l'ouvre, on va retrouver notre poste 1
avec également tout un tas d'informations comme les différentes dates de déclenchement, la timeline, le chemin vers les différents fichiers qui ont été détectés. Et donc tout en bas, on va retrouver notre alerte sur victime 1 qui va nous permettre de regarder un petit peu plus loin. Donc on peut voir le nom du fichier, la machine, les suspicions et les évidences qui lui sont associées, avec les propriétés du fichier, comme son emplacement, les hash, MD5, SHA-1, SHA-256, la réputation, et donc là notamment on peut voir que c'est un fichier qui est présent dans le cache de Firefox au niveau du répertoire utilisateur. Donc, dans cette interface, on n'a pas beaucoup plus d'informations qui nous permettraient d'identifier la source de l'attaque, un peu comme l'antivirus classique, mais Cybereason dispose d'un menu d'investigation qui va nous permettre de regarder plus loin. Donc c'est ce qu'on va pouvoir faire ici avec le menu investigation. On va rechercher dans un premier temps la machine victime 1 à partir de son nom. Et à partir de là, on va rechercher le process Firefox. Voilà, donc on cherche la bonne propriété associée au processus. Ok, donc on rentre son nom. Voilà, donc je rentre Firefox au niveau du nom du process. Et donc j'obtiens le résultat des process Firefox lancés récemment. Et comme on a eu l'information du temps à laquelle l'événement est apparu, on va regarder le process qui correspond à la bonne fenêtre de temps. Donc ici, ça va être celui de 11h05 qui va nous intéresser. Donc nous voici au niveau de l'attaque tree avec le process Firefox. On affiche les évidences. On voit ensuite les propriétés avec le nom du process, son process ID, la date et son emplacement. On peut voir les informations du fichier qui a lancé le process, donc l'exécutable Firefox, avec le hash et sa signature. Et donc là, si on descend tout en bas, on va avoir les informations des connexions qu'a généré ce process. Et donc c'est ça qui va nous intéresser tout de suite maintenant, afin de savoir à quoi s'est connecté Firefox qui a pu générer l'alerte. Donc on va simplement afficher le résultat sous forme de tableau. On va aller récupérer l'information de la date de création de la session, la rapprocher des informations qui nous sont utiles, donc comme l'IP, le port et le volume d'informations transmis, comme on peut voir là, afin de voir sur la fenêtre de temps à laquelle le process a été détecté, quelle est la connexion qui a pu télécharger le fichier. Donc tout à l'heure, quand j'ai affiché l'alerte sur le fichier, on a pu voir qu'elle s'est déclenchée à 11h10 et 11 secondes. Donc dans le cas présent, les suspects sont principalement l'IP 17251 et on pourrait regarder également l'IP externe 23.21.105.121 mais qui n'a généré aucun trafic en réception. Donc maintenant qu'on a trouvé la source de cette attaque, on va pouvoir identifier la machine en interne, savoir si c'est une machine de l'entreprise, et si c'est le cas, il va falloir chercher plus loin comment cette machine a été compromise, afin de remonter la chaîne de liaison. L'antivirus Cybereason ayant arrêté l'attaque bien avant l'antivirus classique, je vais désactiver les protections et rejouer l'attaque pour l'amener au même endroit que la version antivirus classique. Simplement pour vous montrer l'intérêt de la solution EDR en complément de ce type de solution afin d'avoir une bonne visibilité. Ok, donc là on est au niveau de l'interface Cybereason et on peut voir le nouveau malop qui est apparu sur la partie PowerShell. Donc, sur la droite également on a l'information de la machine affectée, donc qui est victime 1. L'icône rouge ici représente le module EDR, et donc si on regarde sur la droite, on va avoir cette même information avec le module d'intelligence artificielle, donc le AI Hunting, qui correspond à l'EDR, qui est affiché au niveau des colonnes. On va rentrer dans ce malop, et donc comme tout à l'heure, on va avoir les informations contextuelles, comme le nom de la machine, l'utilisateur, le process, la root cause, les connexions, la timeline, et donc tout un tas d'informations. Voilà. Et donc si on remonte et qu'on passe sur la partie processus, comme tout à l'heure, on va pouvoir rentrer dans l'investigation, donc dans l'attaque tree. Dans le cas présent, on est sur PowerShell, on peut voir les évidences,
les propriétés avec la commande et les informations de temps qui vont nous servir par la suite. Et donc là, on voit clairement la commande qui a été passée par le script. Donc, si on va tout en bas, on va voir les informations de connexion avec le site sur lequel le script a été téléchargé et l'Active Directory qui a été sollicité par le script. Mais les informations ne s'arrêtent pas là et on va pouvoir remonter la chaîne de liaison, donc tous les process qui ont mené à ce PowerShell, et on va pouvoir voir à chaque étape ce qui s'est passé avec, par exemple, ici l'invité de commande qui a lancé le PowerShell. Donc si on remonte un petit peu plus haut, on va pouvoir revenir à l'exécution du fichier reçu par Firefox qui a permis de créer la connexion à distance depuis Metasploit. Et donc à partir de là, on va pouvoir trouver pas mal d'informations, notamment, alors si on reste toujours sur ce premier invité de commande et qu'on regarde dans les propriétés, on va pouvoir retrouver l'information de la date de lancement de cet invité de commande afin de pouvoir corréler ce temps avec les connexions qui ont été générées sur le Firefox. Au niveau du Firefox, donc on va pouvoir retrouver pas mal d'informations, et donc en allant tout en bas, on va retomber sur les connexions et on va pouvoir filtrer dessus pour réafficher notre petit tableau. Et de la même manière que tout à l'heure, donc remettre l'information de temps sur la gauche avec le reste des informations qui nous intéressent, comme IP source, IP destination, port et donc le volume de données. Donc c'est des choses qu'on peut exporter en CSV également, donc là on le fait en visuel pour la présentation. Et donc on peut voir que à 7h47 et 10 secondes, on a un petit volume de données, donc ça correspond au lancement des commandes et du script, et donc au-dessus, on peut voir avec plusieurs mégas, une quinzaine de mégas en reçu et une vingtaine de mégas transmis, la session Metasploit qui a servi à exploiter les invités de commande. Donc on peut voir que l'EDR nous a permis de récupérer les informations manquantes pour comprendre d'où venait l'attaque. Donc là, nous avons vu la collecte technique pour comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, il faut pouvoir créer un ticket et pouvoir d'une communiquer avec les utilisateurs, pouvoir comprendre le contexte du poste, comment on en est arrivé là, et pouvoir savoir qui contacter pour mettre en place un plan d'action et une remédiation. Donc, au niveau de notre plateforme, nous avons un script qui tourne à intervalles réguliers qui va vérifier si un nouveau malop, donc une nouvelle attaque, est détecté et va créer un ticket automatiquement dans l'outil ITSM. Donc, dans ce ticket, on va trouver des informations importantes comme l'impact, l'urgence qui définit la criticité, également donc l'élément concerné, l'actif concerné qui est victime 1. On va y trouver également donc, le titre, la description et des informations liées à l'utilisateur. Donc si on clique sur victime 1, on va pouvoir voir des informations contextuelles sur l'équipement. Donc il s'agit d'une VM, Windows 10. On voit que l'utilisateur à qui elle appartient, donc c'est moi. Donc, également, on peut accéder à l'inventaire des logiciels où on va pouvoir voir les différentes choses qui ont été installées avec les versions associées. Et donc là, on peut voir que Firefox est en version 22, donc une version qui date de Mathusalem. Une version pleine de failles critiques qu'il va falloir rapidement patcher pour éviter d'autres brèches, d'autres entrées d'attaquants. Dans un SI maîtrisé, où l'ensemble des logiciels sont inventoriés, on pourrait utiliser un outil de patch management comme BMC Client Management afin de déployer des packages directement via l'outil ticketing. Et donc là, c'est ce que je présente comme exemple ici, où à travers le ticket, on va avoir l'option de déployer le package Firefox directement sur la machine. Sans aller aussi loin dans l'automatisation, avec un outil de patch management, donc là, BMC Client Management qui fait cette fonction et d'autres, on peut procéder déjà à la remédiation de la faille qui a permis de rentrer. Donc on va pouvoir sélectionner le menu à cet effet, et donc là on peut voir qu'on a déjà déclaré Firefox. D'ailleurs, on peut voir également qu'on voit une ligne 3CX, 3CX qui dernièrement a eu un problème dans sa supply chain. Et donc si on retourne sur Firefox, on va pouvoir y chercher les différents postes qui nous intéressent afin d'y déployer le package.
et donc le mettre en place afin de corriger la vulnérabilité. Et donc c'est ce qu'on voit ici, où je vais aller chercher le poste victime 2 afin d'y déployer Firefox dans sa dernière version. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir aller se connecter sur le poste, lancer Firefox et aller regarder la version. Et donc la version qui était précédemment, c'était la 22, et on peut voir qu'on est sur la dernière version qui est la 113. On a pu constater que l'EDR est un excellent outil pour avoir de la visibilité lors d'un incident sur un poste de travail. L'un des angles morts de la présentation est la détection de la faille XSS sur le serveur du support. Donc, des outils complémentaires qui pourraient détecter cette faille XSS sur le serveur seraient par exemple du patch management afin de relever les versions et les vulnérabilités associées, ou un scanner de vulnérabilité. Également un WAF, donc un firewall applicatif, qui serait en mesure de détecter l'attaque et de la bloquer. Également des IPS, donc par exemple des IPS sur un firewall en coupure. Également des prestations de pentest, donc un pentester pourrait évaluer votre niveau de sécurité au niveau de l'infrastructure périmétrique ou des serveurs et vous remonter les vulnérabilités qui y sont trouvées. Et donc pour conclure, je dirais qu'il faut avoir les bons outils et le bon niveau d'information pour répondre à un incident de sécurité. Donc un outil de détection efficace qui permet de retrouver assez facilement la source d'une attaque. On a pu voir qu'un antivirus simple, dans le cas d'une attaque complexe, ne permettait pas de remonter à la source, là où un EDR, un SIEM bien paramétré ou une collecte de log un peu musclée permettrait de retrouver cette information. Et une fois que cette information a été collectée, il faut avoir le contexte, à savoir la criticité, l'impact pour la société, par exemple dans le cas où on doit isoler la machine, à qui appartient l'équipement qui est contacté, et éventuellement des informations comme les logiciels et versions présentes sur l'équipement pour détecter les failles. Et donc, il faut toutes ces informations-là pour pouvoir contacter les bonnes personnes, mettre en place rapidement un plan d'action. Par exemple, dans le cas d'une faille de sécurité liée à une vulnérabilité, un système de patch management permet de réagir très vite sur le parc informatique. Lors d'un incident, tout va très vite, il est important de collecter les bonnes informations au bon moment. Par exemple, si on prend trop de temps pour identifier une machine, ou si on s'arrête, dans l'exemple de l'antivirus, à l'alerte du fichier temporaire qui a été bloqué et qu'on ne va pas plus loin, on va laisser du temps à l'attaquant pour tenter d'autres méthodes et éventuellement compromettre le système d'information. Ce sera la conclusion, la maîtrise du SI est primordiale. Et voici, alors j'espère que vous êtes toujours parmi nous. On va attaquer du coup la dernière partie de cette présentation, donc la partie liée justement à la conclusion. Alors, le message principal, et vous l'avez entendu de la part de Jean, pour mettre en place une défense clairement optimale, il faut d'une part maîtriser son SI, d'autre part avoir les bons éléments de référencement qui sont associés au SI. C'est indispensable dans le cadre de la maîtrise, et savoir correctement associer les informations de contexte à l'information de l'événement de sécurité. Parce que là, vous avez vu à travers la démonstration une association qui était faite à la fois automatiquement dans les outils et par la réflexion de l'analyste. Et c'est important d'avoir, en fait, dans une phase préparatoire, une rationalisation qui a été faite. Donc, ça permet d'avoir une information qui est structurée et qui est partagée entre les différents sachants. Il ne faut pas que ce soit simplement l'analyste qui ait cette information, il faut que ce soit les différents acteurs, en fait, de l'architecture et des différents processus qui s'y rattachent, qui maîtrisent pleinement l'information. Pour ça, on parle d'implication des ressources métiers et IT. Il faut que tout le monde soit au courant de l'information. Il ne faut pas être dans le cadre d'une crise, si on fait une escalade vers une entité tierce, qu'on nous dise « Ah, j'étais pas au courant qu'il y avait une évolution de l'architecture, ça c'est pas normal ». C'est un peu comme le code de la route, hein. Il faut connaître et maîtriser correctement l'ensemble des composantes en fait de son architecture. Et c'est important effectivement d'avoir de la fraîcheur dans l'information. Là, vous avez vu tout à l'heure que Jean présentait bien les différentes versions qui étaient affichées associées à un CI.
Ça, c'est possible puisque l'information, elle est remontée, elle est automatisée. Ça, c'est extrêmement important. Et ce qui est important également, ce qui n'était pas forcément présenté, mais ce qui était présenté par Frédéric tout à l'heure, c'est que vous pouvez avoir aussi comme information, dans le cas d'autres typologies d'événements de sécurité, différentes sensibilités des assets. Et grâce à cette sensibilité, et donc associée à l'impact de la BIA, vous êtes en capacité, avec une cartographie, d'identifier les CI qui sont raccrochés, les autres endpoints, par exemple, dans le cadre du SOC EDR, pour pouvoir traiter l'événement de sécurité, donc par exemple par esprit de précaution, isoler plus ou moins de postes et donc connaître les impacts qui vont être liés à cette isolation. Si vous isolez un serveur qui est en production, si vous étiez par exemple un web marchand, vous savez concrètement immédiatement quel va être l'impact qui est derrière. Grâce à tout ça, non seulement vous êtes en capacité de faire une réelle et bonne qualification, parce qu'on n'en parle pas suffisamment, là vous avez eu le cas d'un événement de sécurité impactant. Très souvent, ce qui remonte à travers le SOC, c'est des événements de sécurité qu'il faut malgré tout qualifier. Il peut y avoir des fausses alertes et le temps qu'on passe à qualifier des fausses alertes peut être assez important. Les outils ne font pas tout. Cette capacité à avoir une qualification efficace, rapide, ça permet de aussi derrière entraîner une rémédiation tout aussi efficace. C'est très souvent ce qui manque en fait dans les actions. Il manque cette capacité de réactivité et d'agilité et de dialogue entre les analystes et les sachants pour atteindre rapidement une rémédiation efficace. Écoutez, je pense que du coup, on a fait le tour. Il faudrait qu'on regarde s'il y a des questions éventuelles. Oui, alors en effet, n'hésitez pas à poser vos questions via le module questions. Alors, j'ai déjà une question sur le replay du webinaire. Donc oui, il y a bien un replay. Il sera envoyé à tous les participants à l'issue du webinaire. Alors, j'ai une question. Franz, je vais te lire la question. Dans le contexte d'un SOC utilisant des outils type SIEM ou XDR, les enjeux d'outillage ESM sont-ils les mêmes qu'avec un SOC EDR? Et comment l'opérer? D'accord. Alors oui, la réponse est oui, parce qu'il n'y a pas de solution. Ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez, où toute l'information serait déjà parfaitement concentrée et sur lequel une solution qui pourrait être plus large en termes de scope de détection, ce qui est le cas avec une solution XDR ou SIEM, en capacité d'intégrer des périmètres sources qui sont plus étendus que le endpoint. Donc ça peut être des logs de firewall, de solutions NDR, de WAF, dont j'en parlais tout à l'heure. Donc toutes ces informations, elles sont complémentaires, mais la capacité d'enrichissement de ces informations et de contexte, elle reste nécessaire malgré tout. Donc en fait, dans la plupart des solutions du marché, là ce que vous a montré Jean, c'est que l'EDR était bindé à la solution d'ITSM, associé à des informations du contexte différent de l'entreprise, ce qui permet du coup de qualifier. Dans le cadre d'une solution XDR SIEM, c'est un petit peu la même chose. Il faudra faire le même travail d'interopérabilité et d'interconnexion entre ces différentes briques pour enrichir la contextualisation. Alors, ça peut être fait à travers plusieurs approches, ça peut être fait via du script, ça peut être fait via d'autres outils qu'on pourra vous présenter dans d'autres webinaires s'il le faut, qu'on peut appeler des orchestrateurs. Mais l'objectif premier, et à nouveau, c'est que toute cette interconnexion, elle est indispensable, puisque comme vous avez pu le voir tout à l'heure, ça permet de gagner un temps en fait extrêmement important dans le traitement de l'attaque. Et on sait très bien que dans le cadre d'un sinistre, que ce soit une attaque informatique ou un événement sur un data center comme un incendie ou une inondation, en ce moment c'est plutôt les incendies, il faut prendre les bonnes mesures et arriver vite, il faut qualifier vite et prendre du coup derrière désescalader s'il faut pour éviter la panique, c'est toujours le même sujet, ou alors se concentrer et être efficace dans le cadre de la rémédiation. Donc oui, bien sûr, il faut le faire. Et la capacité d'opérabilité et de mise en place suit un petit peu la même logique méthodologique que celle d'un SOC EDR. Effectivement, de façon plus concrète, la plupart des éditeurs font en sorte d'être interopérables avec les grands du marché, on va dire. Si je prends l'exemple de CyberReason, pour l'intégration avec un SIEM, par exemple, si on veut l'intégrer avec un SIEM, ils sont compatibles avec Splunk, Radar,
Google Chronicle, ils font de façon après plus ou moins standard du Ceph pour le format des logs, etc. Et par exemple, pour les outils de ticketing, ils sont nativement compatibles avec ServiceNow et d'autres outils de ticketing. Et effectivement, si ça ne rentre pas dans le giron de ce qui est déjà fait par l'éditeur, après, il faut passer par des scripts ou un orchestrateur intermédiaire. Très bien, merci à tous les deux. Alors, j'ai une nouvelle question. Comment gérez-vous les postes qui n'ont pas d'agent ITAM? Je vais la prendre, Bérangère, si tu veux bien. Yes, je t'en prie. Alors, la question d'avec ou sans agent, il faut plutôt l'aborder sous un axe remédiation. Le fait d'avoir un agent, ça permet surtout de pouvoir agir sur le poste, notamment pour tout ce qui est patch management ou déploiement de logiciels. On a des solutions dans notre portfolio, notamment BMC Discovery que j'évoquais tout à l'heure pour la partie cartographie, qui permettent de faire des inventaires sans agent. Après, donc ça, c'est aussi une possibilité. Hein. L'agent n'est pas obligatoire pour remonter les inventaires. La question aussi à se poser, c'est pourquoi le poste n'aurait pas d'agent. On est sur des environnements qui sont de plus en plus complexes, avec des postes qui sont pas physiquement sur le réseau, qui sont en home office, parfois sans connexion VPN. Et la force d'une solution comme BMC Client Management, c'est aussi de pouvoir gérer ces postes uniquement avec une simple connexion Internet, donc ce qui permet je dirais, d'avoir de moins en moins de cas où on a des postes sans agent, puisqu'on essaye notamment de l'intégrer dans le process de provisioning des postes de travail, donc de s'assurer que tous les postes qui sont livrés à l'utilisateur ont un agent, et de par cette possibilité de gestion par Internet des postes de travail, on a de moins en moins de cas où le poste n'est pas accessible pour être inventorié ou pour lancer une action de remédiation. Si tel était le cas, on a des solutions qui permettent de faire aussi de l'inventaire sans agent, néanmoins. Très bien, merci Fred. J'espère que ça a répondu à la question. Bon, il nous reste seulement 3 minutes. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. Je vais juste en donner une dernière. Quelle est la bonne démarche pour mettre en place un process de maître de son service et quel est le temps humain nécessaire à sa mise en place? C'est une très bonne question. Alors, je vais faire une réponse de Normand en disant ça dépend. Tout dépend en fait du niveau de maturité dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans une structure qui a assez peu d'outils en termes, déjà même sans parler d'outils, société dans laquelle les process et les procédures sont pas formalisées, je dirais que ce serait la première étape. La deuxième étape, ensuite, ça va être de s'outiller avec des outils d'asset management et de cartographie, donc qui sont des outils plutôt axés techniques et qui sont simples de déploiement. Alors quand je dis simple, bien évidemment, ça dépend de la volumétrie de votre parc, votre volumétrie de serveur, donc c'est variable, mais on va parler de 3 mois de déploiement maximum. Ensuite, le plus structurant, mais qui va demander, comme je disais déjà, de formaliser les process et les procédures de votre côté, c'est la mise en place d'un outil ITSM qui va permettre à la fois de gérer la partie incident et qui va disposer d'une gestion des configurations, donc d'une CMDB qu'on va pouvoir alimenter avec cet outil ITAM. Et là, le processus de déploiement, encore une fois, ça dépend de la taille de votre niveau de maturité. On est sur des temps de déploiement entre 3 et 6 mois généralement pour ce type de solution. Super. Merci Fred. Merci à tous. J'espère que tout ça a répondu à vos questions. On est arrivé à midi. Moi, je vous propose de clôturer ce webinaire. Tu peux peut-être, Franz, passer juste à la slide après pour la conclusion.
Merci à tous pour votre participation. On espère que, voilà, que vous avez eu toutes les informations que vous cherchiez au travers de ce webinaire. Toute notre équipe est à votre disposition au travers des éléments que vous voyez affichés à l'écran, téléphone, email. Vous pouvez aussi aller sur notre site web si vous cherchez des infos. Et bien évidemment, vous allez tous recevoir le replay du webinaire à l'issue de celui-ci. Merci à vous aussi, messieurs, France, Rodolphe, Jean et Frédéric Joannet. Merci à tous. Merci à tous.